monsieur, bienvenue. Très engagé dans les questions de protection de l'environnement, le WWF, le Fonds mondial pour la nature, prend une part active au One Forest Summit qui se tient actuellement à Libreville au Gabon. Et pour en parler, je reçois Jean Bakouma, directeur de conservation au WWF du bassin du Congo. Monsieur Bakouma, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Gabon 24. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, le WWF est l'une des premières ONG qui s'est battue pour la protection de l'environnement. Vous représentez aujourd'hui le bassin du Congo, qui est le premier poumon vert de la planète, de l'avis des experts. Comment avez-vous contribué à la préservation de cet espace forestier? Merci pour votre question. Effectivement, le WWF intervient à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du plaidoyer, c'est-à-dire au niveau politique, d'accompagner les gouvernements ou du moins de suggérer des politiques responsables au plaidoyer. Donc on contribue de faire cette influence, je dirais, mais aussi au niveau d'accompagner le secteur privé qui est en contact avec les ressources naturelles. Donc nous avons en place des programmes d'intervention sur la forêt d'abord, mais aussi au niveau de l'agriculture, d'accompagner les opérateurs économiques au niveau agricole pour avoir des pratiques responsables. Et après, nous avons des axes de travail, forêt, faune sauvage, agriculture et aussi climat. Alors, vous avez des programmes dans le bassin du Congo. Est-ce qu'il y a des particularités en fonction des pays, que l'on soit au Gabon, au Cameroun ou au Congo, par exemple? Il y a des particularités, mais les programmes sont définis au niveau international. Donc, chaque pays applique le même programme, mais qu'on applique en fonction du contexte du pays. Au Gabon, nous travaillons dans le domaine forestier à prévoir, en fait, à prédire les endroits où la déforestation aura lieu. Donc, en partenariat avec AGEOS, qui est l'Agence gabonaise d'observation satellitaire, nous fournissons des données pour prédire les endroits où la déforestation aura lieu. C'est quand même assez surprenant quand on a le Gabon qui a un couvert forestier de 88% de son territoire, de parler de déforestation. Oui, parce que effectivement, les forêts du bassin du Congo sont menacées. Elles sont menacées parce que les pays aspirent au développement. Et cette aspiration au développement peut les amener à changer l'usage des terres forestières en des usages agricoles et à accentuer l'extraction minière, qui sont là des facteurs connus, des grands moteurs de déforestation. Donc, renoncer à développer à outrance ou de façon irresponsable ces pratiques a un coût, et c'est ce renoncement qui fait qu'aujourd'hui, on maintient les forêts sur place. Alors, vous êtes comme une sorte de veille pour les États. Est-ce qu'il y a déjà dans le bassin du Congo un État qui n'aurait pas suivi vos conseils? On ne peut pas dire qu'il y a un État qui n'aurait pas suivi nos conseils. Notre approche est partenariale déjà. Nous n'imposons pas aux États, mais nous avons un avis et de l'expertise sur le domaine de la conservation ou de la préservation des écosystèmes. Donc, en développant des partenariats avec les États, cela aide à co-créer un contexte ou un cadre dans lequel les opérateurs économiques vont pouvoir s'insérer. Et c'est de cette manière que nous participons à des réunions qui se tiennent à des niveaux très élevés, mais aussi qu'on a des partenariats de cogestion, par exemple des aires protégées, pas au Gabon, mais dans certains pays du bassin du Congo. En matière de préservation de ce bassin du Congo, est-ce qu'il y aurait des inquiétudes selon le WWF? Oui, il y a des inquiétudes. Les inquiétudes viennent d'abord du point de vue du financement. Ça bloque toujours. La préservation des écosystèmes a un coût, mais leur disparition a aussi un coût qui est beaucoup plus dommageable encore. Mais préserver les écosystèmes nécessite des financements, et je peux vous dire que la préservation ou la conservation, sans la finance, c'est de la conversation. Mais comment vous, au niveau du WWF, vous arrivez à pousser un peu plus l'argumentaire pour que les pouvoirs publics, le pouvoir politique puissent prendre la décision? D'abord, il faut avoir des faits, il faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut facilement démontrer que le bassin du Congo, c'est le seul massif tropical qui a moins
où le taux de déforestation est le plus faible. Et cela ne se fait pas par hasard. C'est parce que les États ont mis en place des politiques, des codes forestiers et ont veillé à ce que le massif ne soit pas totalement converti en d'autres usages. Donc, il faut voir les faits. Et deuxièmement, il faut expliquer les enjeux. Les enjeux au niveau des écosystèmes du bassin du Congo, c'est bien les services écosystémiques dont l'humanité tout entière bénéficie. Oui. Et c'est muni de ces arguments que l'on peut maintenant expliquer au gouvernement de prendre des actions et des engagements et de nouer des partenariats avec des acteurs clés. Alors, vous êtes le Fonds mondial pour la nature, je le rappelle, le VVF. Comment vous accompagnez les États financièrement parlant? Alors, on accompagne les États financièrement en prenant en charge un certain nombre d'actions, telles que créer des plateformes multi-acteurs de discussion. Ces plateformes nécessitent des financements. Et à ce moment-là, on va accompagner l'État parce que nous allons superviser totalement la plateforme qui a un modèle de gouvernance, une alternative à la gouvernance verticale, donc remplacée par une gouvernance horizontale. Ça permet d'impliquer les communautés et les autres parties prenantes. Et ça fait ressortir le caractère transversal Exactement. De la question de donc, l'environnement. On ne donne pas l'argent directement, mais on prend en charge un certain nombre de choses sur lesquelles on a de la compétence. Et on fait aussi de l'évaluation de l'impact écologique, ce que nous appelons le biomonitoring, c'est-à-dire essayer d'évaluer quel est le nombre d'éléphants, le nombre de gorilles qui sont dans le massif. Et ça, c'est nous qui finançons. Et nous accompagnons les États à aussi lever des financements internationaux auxquels les États ne peuvent pas avoir lieu. Voilà, en résumé, comment on peut aider les États dans matière de financement. Vous avez parlé, M. Bakouma, des communautés qui souvent s'inquiètent lorsqu'on parle de préservation de l'environnement. Les communautés rurales, par exemple, qui sont habituées à avoir des services directs, écosystémiques, finalement, de ces forêts-là, dans lesquelles elles ont évolué, elles ont grandi. Ça peut être des services culturels, des services traditionnels, etc., liés à la médecine. Aujourd'hui, comment expliquer à ces communautés le bien fondé de la préservation ? C'est très bien, vous avez dit aujourd'hui, parce qu'effectivement, la plupart des parcs aires protégés ont été créés il y a plus de 30 ans. Oui. Et donc aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est de rattraper en quelque sorte la participation des communautés à la gestion de ces parcs, parce que cela n'a pas toujours été le cas au moment de la création de ces parcs. Oui. Donc il y a des mécanismes qui existent qu'on appelle aujourd'hui le consentement libre, informé, préalable, qu'il faut demander aux communautés pour qu'elles comprennent que le travail de conservation qu'on est en train de faire, elles sont les premiers bénéficiaires. Alors, je vais vous raconter une chose. La plupart du temps, les communautés ne demandent pas au WWF d'accroître le nombre d'éléphants de gorilles, mais demandent qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait de l'eau potable, qu'il y ait, bref, des écoles. De développer une base vie, finalement. Et donc, l'approche pour impliquer les communautés, ce que nous appelons l'approche inclusive, c'est de faire en sorte que les investissements en matière de conservation bénéficient déjà aux communautés. Donc, faire de la conservation, non pas un facteur de séparation des communautés avec leur espace, mais plutôt un facteur de développement et d'amélioration de leurs conditions de vie. Ce n'est que de cette manière que l'on peut véritablement aider les communautés à s'impliquer dans la préservation des écosystèmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas également en 2023 donner une réponse africaine aux problèmes africains qui se posent, par exemple dans le bassin du Congo? On a le cas du conflit homme-faune. On a essayé au Gabon, puisque c'est le pays que je connais le mieux, les barrières électriques, mais ça semble ne pas fonctionner efficacement comme on le souhaiterait. Exactement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner une réponse occidentale à un problème africain. Ça ne marchera pas. Et le conflit homme-faune nous le rappelle. On peut essayer des émetteurs de radio, des abeilles, des timons, des barrières électriques. Ça ne marchera pas. Ça nécessite une approche holistique où on mettrait d'abord tous les acteurs clés autour de la table, d'essayer de comprendre d'abord la situation. Pourquoi les éléphants viennent dévaster quittent la forêt pour les plantations. Voilà, ça c'est quand même la première question à se poser. Ça peut être dû déjà au changement climatique qui va raréfier donc la fructification des arbres qui sont habitués à nourrir les éléphants. Finalement, malgré le gros potentiel que nous avons dans le bassin du Congo, nous pouvons également subir les effets des dérèglements du climat. Et donc là, on voit déjà
les effets du dérèglement climatique. Donc il faut tacler ce réchauffement climatique et restaurer en fait la fructification des arbres pour que les éléphants se ramènent naturellement dans leur espace. Ça, c'est déjà la façon d'aborder le sujet. Oui. Mais en tout état de cause, il faut une approche holistique, beaucoup plus générale que de chercher une solution occidentale à un problème africain. Ça ne marche pas. Est-ce que le One Forest Summit de Libreville serait le sommet de la solution? On peut espérer que ce One Forest Summit soit le sommet de la solution, d'une part parce que c'est un engagement politique fort, à la fois des pays du bassin du Congo, Oui. mais aussi de la France, qui montre qu'aujourd'hui, les forêts du bassin du Congo ont une importance capitale et deviennent d'ailleurs un bien public mondial. Et à ce titre, un engagement des États permet d'avoir des orientations nouvelles et appuyées sur lesquelles le secteur privé pourra s'insérer avec des partenariats qu'il noue avec les autres acteurs. Donc, c'est le sommet de l'ambition, c'est le sommet sur lequel il faudrait vraiment capitaliser. Le sommet de l'ambition, peut-être aussi le sommet de la justice climatique. Et là, je vais vous amener sur le domaine du marché carbone, puisqu'il y a, et je l'ai appris lors de ce One Forest Summit, le marché volontaire et le marché souverain. Qu'est-ce que le bassin du Congo doit espérer par rapport à ce sommet? Aujourd'hui, ce que réclame le bassin du Congo, c'est d'abord le marché souverain. C'est à ce niveau qu'on trouve des prix de carbone rémunérateurs comparativement au marché volontaire. À 50 $ quand même, déjà par exemple. Le prix de la tonne est trop faible. Oui. Mais ce que l'on veut amener beaucoup plus en tant que WWF, c'est un mécanisme qui permet de rémunérer les pays comme le Gabon ou les pays du bassin du Congo. Qui absorbent quand même près de 100 millions de tonnes de carbone. Voilà, de rémunérer les efforts des États à partir d'un mécanisme que nous appelons HFLD. Expliquez aux C'est-à-dire, téléspectateurs. en anglais, c'est High Forest, Low Deforestation. C'est des pays à fort taux de couvert forestier, mais faible déforestation, mais qui malheureusement ont des difficultés d'avoir l'accès au financement climatique. Donc nous voulons proposer un mécanisme alternatif de reconnaissance des efforts des États pour pouvoir rémunérer ces pays compte tenu de la capacité des forêts du bassin du Congo à séquestrer le carbone de l'atmosphère. Est-ce que ce n'est pas le plaidoyer que nous portons depuis l'accord de Paris en 2015? Est-ce que cette ambition-là est encore réelle aujourd'hui? Alors, déjà, il ne faut pas désespérer. Je pense que l'article 5 de l'accord de Paris stipule bien que les pays qui polluent le plus doivent soutenir et les pays du bassin du Congo qui ont encore des forêts qui participent à la régulation climatique. Mais il y a des goulots d'étranglement dont on ne comprend pas très bien parce que l'accord de Paris peut être considéré comme un contrat. Il faudrait encore plaider encore et encore auprès des bailleurs internationaux de rémunérer les efforts des pays du bassin du Congo pour maintenir les forêts en place au risque de faire subir trop fortement le coût de renoncement, le coût d'opportunité de maintenir les forêts sur place. Et cela, à mon avis, crée des risques graves si aujourd'hui on décide de convertir les forêts en des usages agricoles et miniers, ce qui serait vraiment très dommageable. On aura certainement l'occasion de revenir avec vous sur un autre plateau. Merci beaucoup à vous, Jean Bakouma. Je rappelle que vous êtes le directeur de conservation au WWF du bassin du Congo. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.